Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de ce jour, souveraineté, Frexit et Union européenne. Et mon invité aujourd'hui, c'est Florian Philippot. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Alors, pour vous présenter, vous êtes président des Patriotes, que vous avez créé en mai 2017, qui est devenu un parti politique en septembre 2017, donc après votre départ du Front National, parti auquel vous avez adhéré pendant 7 ans à peu près. Oui, adhéré 5 ans, et j'ai rencontré Marine Le Pen effectivement... en 2011. En 2009, et j'ai adhéré fin 2011, d'accord, pour être très précis. Vous avez été donc vice-président du Front National, vous êtes toujours eurodéputé, donc non inscrit désormais, puisque vous siégez aux côtés de Nigel Farage, le Alors Britannique. donc justement pas non inscrit, parce que je suis dans le groupe de... Oui, pardonnez-moi. Oui, dans le groupe de, comme vous dites, de Nigel Farage, donc le groupe EFDD. EFDD, donc en français, du coup, ça fait... C'est ELDD, en français, c'est Europe de la liberté et de la démocratie directe. Ça me va très bien. Eh bien, ça vous va très bien, justement, parce que Nigel Farage a milité pour le Brexit, qu'il a réussi à obtenir, et vous publiez un nouveau livre, Frexit, l'UE, en sortir pour s'en sortir. C'est chez L'Artilleur. Alors, pour commencer, Florian Philippot, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous vouliez un livre abordable, alors abordable pour le prix, effectivement, parce qu'il n'est pas très cher, mais également facile à comprendre, facile à lire, il est relativement court. Est-ce que finalement, c'est pas un peu la profession de foi pour les élections européennes ? On peut dire ça, oui, tout à fait. Effectivement, je voulais faire un livre qui soit... vous savez, parfois on dit l'Union européenne ou le Frexit, alors là, les gens partent en courant en se disant ça va être ultra théorique, ça va être abstrait, on va rien y comprendre, et surtout ça peut être rébarbatif. Je peux parfaitement l'entendre. Et j'ai voulu faire exactement l'inverse en disant, attendez, ce sujet-là, il a un impact sur votre vie quotidienne et sur les grands problèmes du pays. Et donc j'ai fait le choix de faire une entrée en fait, dans le livre problème par problème. On prend l'écologie, on prend l'immigration, on prend le chômage, on prend le pouvoir d'achat, on prend la politique étrangère, la guerre, la démocratie, et on voit en quoi il faut absolument sortir de l'Union européenne, et en quoi il ne faut pas le voir comme une espèce d'obligation ou de crainte, mais au contraire comme une espérance. Voilà. Et donc effectivement, je crois qu'il est, en tout cas les premiers retours que j'ai eus de lecteurs me disent que c'est un livre clair, c'est un livre accessible, y compris pour des gens qui ont une connaissance, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous quand même, une connaissance limitée, voire très limitée des institutions européennes. Alors, le premier chapitre du Frexit, évidemment, on ne pouvait pas y échapper, c'est votre sortie du Front National qui commence avec un bureau exécutif. En fait, je l'ai appelé FN Exit, ces petits jeux de mots. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est Steve Briouat, je crois, dont vous parlez, qui lance les hostilités durant ce bureau exécutif. Alors, on a l'impression, finalement, que vous racontez tout cet épisode avec un peu de recul, mais en même temps, on a le sentiment qu'au fur et à mesure, au déroulé de cet épisode, vous savez pertinemment ce qui va se passer. Et quand j'ai lu, je me suis dit, s'il sait si bien ce qui va se passer, c'est que quelque part, il a participé à tellement de bureaux exécutifs de ce style, où il fallait sortir d'autres éléments du Front National, qu'il se dit, ça y est, c'est mon tour. C'est pas faux. Non mais c'est vrai. Non mais j'avais eu à la fin une certaine expérience. J'y avais passé 5 ans et quelques jours comme vice-président, donc dans le bureau exécutif, bureau politique aussi. Je vois bien comment les mécaniques se mettent en place. Là, on est dans la toute petite politique, si vous voulez. Donc je l'explique, c'est le temps d'un chapitre. Ceux qui sont intéressés par cela liront ce chapitre. Je sais que d'autres ne sont pas passionnés par ça, ils passeront directement au chapitre 2, c'est pas grave, il y en a une dizaine. Mais c'est vrai que j'ai voulu expliquer sans entrer dans un règlement de compte. Il n'y a rien de personnel, il n'y a pas de règlement de compte dans ce premier chapitre. J'ai voulu expliquer quelles sont les raisons profondes de mon départ, que j'ai mûri du Front National. Qu'est-ce que j'ai vu, quelles évolutions néfastes j'y ai vues. Vous regrettez toutefois de ne pas être parti plus tôt, de ne pas être parti directement en mai. Je dis que j'ai probablement perdu 4 mois et demi, mais à la limite, ça m'a donné le temps de la réflexion et d'être sûr de mon choix. Et c'est vrai que quand j'ai vu, et ça s'est confirmé depuis un an après, ça s'est vraiment confirmé, quand j'ai vu que ce mouvement, ce parti tournait le dos au combat contre l'Union européenne, partait dans des théories fumeuses, c'est leur programme aujourd'hui, on va récupérer les souverainetés une par une, on finira par l'euro au bout de 5 ans, ça n'a aucun sens. On n'annonce pas 5 ans avant qu'on va changer de monnaie, parce que ça c'est le meilleur moyen de mettre votre économie par terre tout de suite, immédiatement. Enfin, quand j'ai vu ce genre d'aberration, quand j'ai vu revenir des gens dont j'estimais qu'ils n'avaient pas cette volonté d'en faire un grand mouvement de rassemblement, de majorité, mais d'en faire plutôt
mouvement de rente électorale qui n'accédera pas au pouvoir mais qui donnera des mandats et des postes, je me suis dit ça c'est pas mon choix. Alors le choix le plus confortable que j'avais à faire c'était d'y rester, je le redis, parce que y rester c'était m'assurer à peu près une position éligible aux élections européennes de 2019. Je ne sais pas en quelle position, mais j'aurais pu encore négocier une position parfaitement éligible. Et ça aurait arrangé d'ailleurs Marine Le Pen et tout le monde. J'ai fait le choix de l'audace. J'ai fait un choix plus risqué, j'en suis parfaitement conscient. Vous dites que vous avez refusé la politique alimentaire. Exactement, mais je ne me voyais pas, je voulais pouvoir me regarder dans un miroir et je ne me voyais pas faire les plateaux de télévision, faire les réunions publiques avec les militants et dire des choses que je ne croyais plus. Ou me forcer à ne pas dire certaines choses parce que je n'avais plus le droit de les dire. Moi, je veux militer aussi pour le combat social. C'est une des fibres de mon engagement politique et je veux pouvoir le faire. Avant de partir du front, j'ai milité contre la loi travail, j'ai manifesté, je me suis pris des monceaux d'insultes de la part de cadres du Front National. Ça, non, ça n'est pas possible. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Je veux pouvoir faire de la politique avec des convictions et je crois que la France a besoin qu'on fasse de la politique avec des convictions et que les combines, c'est ce qui est en train de tuer la politique. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est vrai, vous ne faites pas de règlement de compte dans ce chapitre qui est très court et qui occupe une petite partie finalement de cet ouvrage. Vous épargnez totalement Marine Le Pen, vous êtes finalement assez gentil à son égard. Toutefois, on relève quand même deux aspects qui sont assez cruels si on prend un peu de hauteur. D'une part, vous expliquez que vous doutez aujourd'hui de ses réelles convictions et d'autre part, vous expliquez, vous allez pouvoir nous en dire un mot, comment, selon vous, s'est définie la ligne politique sur la monnaie, l'euro. Oui, tout à fait. J'explique, si vous voulez, moi j'ai toujours été parfaitement loyal. Je crois que personne ne pourra le contester. J'ai pris des coups pour d'autres. Quand j'y étais, en défendant qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, j'étais là pour défendre partout certaines choses, même parfois très difficiles à défendre, mais c'était mon rôle loyal de vice-président. Et à un moment, je me suis mis à douter des convictions de Marine Le Pen, juste après la présidentielle, quand j'ai vu qu'elle n'était plus capable de dire elle-même qu'elle était pour la souveraineté nationale, par exemple. Ce qui n'est pas un détail, je veux dire, c'est pas une mince affaire, la souveraineté nationale, c'est vraiment, est-ce que ce qu'on dit sur l'immigration, par exemple, a du sens? Est-ce qu'on dit, quand on dit qu'on veut réduire ou quasiment arrêter l'immigration, légale et clandestine, ce que je partage comme idée, est-ce que ça a du sens quand en même temps on dit qu'on veut rester dans l'Union européenne? Pour moi, c'est pas une petite question. C'est pas une petite question anecdotique, politicienne, électorale, on verra ça plus tard. Non, c'est une vraie question de fond. Ça veut dire, est-ce qu'on raconte des carabistouilles aux électeurs ou est-ce qu'on dit la vérité? C'est une vraie question quand même. Et moi, quand j'ai commencé à douter de Marine Le Pen, me sont revenus certains éléments. Et effectivement, par exemple, si je raconte comme une petite anecdote, comment s'est décidée la position sur l'euro. Je venais de la rencontrer, nous sommes en 2009, nous préparons un débat télévisé sur France 2 pour les élections européennes de 2009. À l'époque, les sondages mettent le Front National à 4 ou 5%. Et avant de partir pour le maquillage, donc à 18h, Marine Le Pen me dit depuis sa chambre, au fait, si on me pose une question sur l'euro, je dis quoi? Je suis un peu étonné. Je lui dis, évidemment qu'on en sort. Parce que nous venons de passer l'après-midi à dire qu'il faut remettre en cause l'Union européenne. Si tu ne dis pas cela, ça n'est pas cohérent. Elle me dit OK. Et effectivement, c'est ce qu'elle dira. Puis ce sera le programme que vous connaissez jusqu'à 2017. Aujourd'hui, sur l'euro, bien malin sait ce qu'ils pensent. Enfin, je crois qu'ils veulent en sortir au bout de 5 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, ils veulent y rester, puis peut-être en sortir un jour, on ne sait plus. Mais... Et ça, je me suis dit, ça m'est revenu en force. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est quand même bizarre de poser une question comme ça depuis sa chambre, aussi fondamentale. Et peut-être que ça explique les fragilités qu'on a connues ensuite et le crash du débat. Alors justement, cette position sur l'euro, elle a fléchi, on va dire, dans l'entre-deux tours avec le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, qui a donc appelé à voter Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui a été le déclic de votre départ, non pas seulement parce qu'il a fait infléchir la ligne, mais tout simplement parce que Marine Le Pen a aussi annoncé que si elle était élue, ce serait Nicolas Dupont-Aignan qui serait Premier ministre et qui pouvait être vécu, sans doute à raison d'ailleurs par vous, comme un camouflet? Alors honnêtement, non. Non, honnêtement, pas du tout. Moi, j'étais ravi du soutien de Nicolas Dupont-Aignan, vraiment. Je l'ai d'ailleurs accompagné, enfin, j'étais vraiment dans le cœur des négociations. Quand il a mis, c'est pas Marine Le Pen qui a eu l'idée, quand il a mis cette condition sine qua non de sa nomination annoncée comme Premier ministre, c'était ça où je ne te soutiens pas.
qu'est-ce que vous faites? On est 3 jours avant un second tour, vous avez quelqu'un qui a fait un peu moins de 5% qui vous dit si tu n'annonces pas ça, je ne te soutiens pas. On l'annonce. Même si moi, mon problème, c'était pas tant que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, il peut être légitime pour être Premier ministre de Marine Le Pen, c'est que c'était pas très respectueux des institutions. C'est qu'on n'est pas là pour vendre, on n'est pas aux États-Unis, hein, on vend pas un ticket président, vice-président aux électeurs. Donc là, pour moi, il y avait déjà un petit problème. Mais bon, il voulait pas en démordre, donc on l'a annoncé. Ce qui a été plus problématique, ce sont les changements programmatiques qu'il a imposés. Alors quelques-uns un peu anecdotiques, mais il a imposé notamment, il a remplacé la sortie de l'euro par la double monnaie, franc, écu, euro. Enfin, à la fin, en fait, il y avait quasiment 3 monnaies où il y avait, en tout cas, franc et écu, on passait de franc euro à franc écu, enfin, ça a été compliqué. La double monnaie, c'est une théorie que moi je trouve d'abord économiquement fumeuse, je ne suis pas convaincu, politiquement encore plus compliquée, et surtout à 3 jours d'un second tour d'élection présidentielle. Comment voulez-vous réexpliquer tout sur un sujet aussi compliqué que la monnaie aux électeurs? Ça n'était pas jouable. Et ça a expliqué que Marine Le Pen s'est pris les pieds dans le tapis gravement pendant le débat. Alors justement, on l'a compris, donc le changement de cap, c'était le changement de Frexit que proposait le Front National et que ne voulait plus proposer Nicolas Dupont-Aignan. Et alors justement, à ce sujet, on a reçu Nicolas Dupont-Aignan et il nous donnait son point de vue sur le Frexit. On regarde. Le choix, c'est pas sortir ou rester. Le choix, c'est modifier l'Europe, changer d'Europe. C'est comme une copropriété, je l'explique inlassablement. Dans une copropriété, on ne fait pas déménager son appartement, on ne sort pas son appartement de l'immeuble parce qu'on n'est pas content de la gestion du syndic. On change le syndic. Donc moi, ce que je veux en Europe, je n'ai pas envie de déménager la France au milieu de l'Atlantique comme l'Islande. Je ne suis pas britannique. Donc parler de Frexit est une aberration parce que cela voudrait dire qu'on déménage la France. Non, on renégocie tous les contrats. La France, c'est une grande puissance et elle dit maintenant je joue plus, je contrôle mes frontières, je remets en cause la directive travailleurs détachés, c'est très concret. Et puis on renégocie le reste. C'est pas on s'en va parce que ça, les Français n'en veulent pas. Alors votre réaction? Ça c'est catastrophique. Voilà, ça, je suis désolé. Hein, moi, j'ai plutôt suivi et bien aimé du Nicolas Dupont-Aignan quand il était souverainiste, assumé, courageux. Ça, c'est catastrophique. Notamment la toute fin, la chute. Ça, on ne le fait pas parce que les Français n'en veulent pas. D'accord. Alors à ce moment-là, dans les années 80, on ne combat pas l'immigration parce que les Français, à l'époque, ils étaient pour, majoritairement. En 2005, on n'est pas contre le traité constitutionnel européen parce que 3 mois avant les sondages, les Français sont soi-disant pour à 65-70%. On ne fait pas de la politique comme ça. Nicolas Dupont-Aignan sait qu'il raconte, je suis persuadé qu'il le sait, c'est ça qui est terrible, qu'il raconte n'importe quoi. La France ne peut pas dire « je vais remettre en cause la directive détachement des travailleurs » si elle est dans l'Union européenne. Parce que tout simplement, elle n'a pas la majorité pour le dire et pour le faire. Et que ses voisins allemands, polonais, etc., qui eux veulent la directive détachement des travailleurs, vont lui dire, plus la Commission européenne évidemment, vont dire « mais c'est comme ça ». Et donc, Nicolas Dupont-Aignan ou un autre, Macron nous a fait croire la même chose. Il devait aussi la réformer. Vous avez vu où ça nous a mené. Hein. Ça, je n'aime pas cette manière de faire de la politique, où on prend les Français un peu pour des idiots en disant « attendez, je vous ai entendu, j'ai vu les sondages, donc comme je sais que vous êtes dans les sondages aujourd'hui pour rester dans l'Union européenne, je vous dis qu'on va rester dans l'Union européenne, comme ça vous fait plaisir, vous n'avez pas peur. D'un autre côté, je sais que vous êtes contre la directive travail détaché et d'autres choses, donc je dis qu'on va les remettre en cause. Mais sauf qu'il y a un problème de lien logique entre les deux. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'à un moment, il faut aussi arriver au pouvoir pour réussir à faire des réformes? Mais d'abord, je ne crois pas qu'on arrive au pouvoir si dans notre camp, dans le camp patriotique, on est sur le mensonge. Parce que nous, on ne nous pardonne rien. Nous, on n'est pas Macron qui peut se contenter de vendre un programme comme on vend des savonnettes où on va tout lui pardonner, tout lui passer, on ne va pas rentrer dans le détail. Nous, on sait très bien qu'on va nous mettre face à nos contradictions, qu'on va nous tester, qu'on va nous cuisiner. Donc on doit être fort, puissant, solide. Ensuite, moi j'ai un principe de sincérité dans la vie. Je ne peux défendre des convictions que si j'y crois. Voilà. Et donc, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi à des téléspectateurs ou à des électeurs ou à des personnes qui participent à un meeting. Troisièmement, si vous n'annoncez pas le Frexit, vous ne le ferez pas. Parce que le Frexit, c'est une entreprise politique d'ampleur, qui va mobiliser beaucoup d'énergie nationale. Et donc, vous aurez besoin d'une assise populaire gigantesque. Si vous ne l'annoncez pas avant, si vous prenez les électeurs par surprise, vous ne la ferez pas.
parce que vous n'aurez pas l'assentiment majoritaire de la population, et pour cause, puisque vous ne l'aurez pas annoncé pendant la campagne électorale. Donc moi, contrairement à Nicolas Dupont-Aignan, je ne dis pas que le Frexit est une aberration, je dis que c'est une aberration de dire cela, que nous devons faire de la pédagogie et expliquer aux Français que sur un certain nombre de sujets, l'immigration, l'économie, le service public, l'écologie et le reste, nous n'avons pas d'autre choix que d'en sortir et de reconstruire une puissance publique souveraine. Et troisièmement, nous ne sommes pas dans une copropriété. Moi, je n'ai pas simplement envie de choisir quelle sera la couleur du mur de ma cuisine à l'intérieur de l'appartement France. J'ai envie que la maison France soit une maison indépendante avec son jardin, et avec son choix, est-ce qu'elle veut des fenêtres, des portes, quel type, etc., et de faire ce qu'elle veut. Voilà. On est quand même un pays millénaire qui a quand même le droit de ne pas être en copropriété, mais qui a le droit d'être sa propre propriété. Alors pour autant, on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, le paysage politique au sein de l'Union européenne est en train d'évoluer. On l'a vu avec Matteo Salvini, évidemment, donc avec qui vous siégiez quand vous étiez encore au Front National. On le voit également en Autriche, même si c'est à nuancer avec le vote sur la Hongrie. On le voit également et depuis longtemps avec Viktor Orban, même si j'imagine que vous avez des petites précautions à prendre à son égard. Ce que je vous propose avant de réagir sur tout ça, c'est d'écouter Viktor Orban lorsqu'il a rencontré Matteo Salvini pour l'écouter parler de cette polarité qui est en train de se monter en Europe. Il y a deux côtés en Europe. L'un mené par Macron, qui veut un parti populaire européen, alors qu'il a détruit le système des partis en France. Macron est aujourd'hui en Europe à la tête de ceux qui soutiennent l'immigration. Et d'un autre côté, il y a nous qui voulons mettre fin à l'immigration illégale. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que si une nouvelle majorité arrive à Bruxelles, peut-être alors qu'il sera possible de faire davantage de choses ? D'abord sur Orban, je ne partage pas tout ce qu'il dit, mais j'ai voté évidemment contre les sanctions au Parlement européen qui l'ont visé, parce que je trouve ça scandaleux de voter des sanctions contre la démocratie. Deuxièmement, non, la majorité au Parlement européen, ça on nous a fait les coups, ça fait 30 ans. Alors je vous invite à réécouter toutes les élections européennes, les socialistes l'ont dit, quand les socialistes seront majoritaires au Parlement européen, vous aurez l'Europe socialiste. Les sarkozystes l'ont dit, et ils ont eu des majorités bien plus écrasantes que ne pourraient l'avoir les souverainistes ou populistes ou je ne sais quoi en 2019, qui de toute façon à mon avis n'auront pas la majorité. Premièrement, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi aux gens, et si on regarde les choses, on est quand même assez loin d'une majorité. Et deuxièmement, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas le Parlement européen qui va réorienter l'Union européenne. Vous savez, moi j'y suis, on passe son temps quand même à voter des recommandations sur les droits de l'homme en Namibie non mais je veux dire, c'est ça le Parlement européen, hein. C'est quand même 90% de son travail, c'est ça, donc ou pour les Esquimaux. C'est étonnant que tant de gens aient envie d'y aller, du coup. Oui, non, mais je veux dire, après, non, mais moi je l'utilise comme un. Regardez, Nigel Farage, il l'a utilisé. Nigel Farage, moi je suis dans son groupe et j'en suis très fier. Il a toujours eu cette idée de faire sortir son pays de l'Union européenne. Il a créé le UKIP en 93 pour cela. C'est que 23 ans plus tard qu'il a obtenu un référendum pour le faire. Mais il n'a jamais varié d'idées. Et il utilisait le Parlement européen comme une vraie tribune. Voilà, moi je fais ça. J'étais face à Macron en avril qui est venu au Parlement européen. Je lui ai dit mes 4 vérités. Ça lui a pas plu d'ailleurs, il était comme ça, l'œil noir, le poing serré, il me regardait, j'ai cru qu'il allait venir descendre dans l'hémicycle pour essayer de régler ses comptes, mais non mais c'est Macron ça aussi, si vous voulez, c'est la faiblesse du personnage. Hein. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus puissant que de faire croire qu'une majorité hétéroclite, une pseudo-majorité de souverainistes va réorienter l'Union européenne, c'est faux. Je vous donne sur l'immigration, il y a une directive européenne de 2003 qui oblige au regroupement familial. Alors qu'est-ce que vont faire tous ceux qui aujourd'hui disent on va mettre fin au regroupement familial, mais on reste en dans l'Union Italie, européenne. Matteo Salvini arrive à faire quelque chose sur l'immigration. Mais Matteo Salvini, moi je ne conteste pas le courage de l'homme, mais regardez, je me suis renseigné moi sur les chiffres de l'immigration légale, ça ne baisse pas en Italie. Parce que l'essentiel de l'immigration en Italie, ce ne sont pas les bateaux. L'essentiel, c'est le regroupement familial. Et celui-là, vous ne le voyez pas. C'est le reste de l'asile. C'est l'immigration économique. Et ça, ce sont des chiffres très importants et ça ne baisse pas. Alors oui, il y a moins de bateaux qui viennent, mais ça avait déjà commencé avant Salvini. Il y en a plus d'ailleurs qui arrivent en ce moment en Espagne. Il fait des choses, mais je crains que ce soit un peu d'agitation médiatique et que dans quelques mois, on se rende compte qu'il
Il n'y avait pas grand-chose parce que l'Italie est dans l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Italie n'a toujours pas de frontière nationale. En tout cas, vous venez de il y a le dire. toujours la libre circulation totale. Il y en a plus en Espagne avec le socialiste et il y en a moins en Italie avec Matteo Salvini. Il y a quelques bateaux qui se réorientent parce qu'effectivement, ils ont compris que la route italienne était plus compliquée. Mais ça avait commencé avant Salvini. Mais attention, parce que le piège, maintenant, c'est qu'on a l'impression de dire il suffit de refuser des bateaux et on croit qu'on a mis fin à la politique d'immigration massive. Mais c'est faux. Là, on va nous entraîner dans un faux débat. Le problème, c'est pas 50 ou 100 personnes. Oui, le débat, c'est pas l'Aquarius, quoi. C'est un débat. Moi, je veux pas que l'Aquarius arrive en France, je vous le dis. Mais en même temps, attention, parce que si on focalise tout sur ça, mais pendant ce temps, là, on en fait passer plein par le regroupement familial et par le reste de l'asile. Et en fait, vous avez des centaines de milliers de personnes qui arrivent d'un côté, vous les voyez plus parce qu'on n'en parle plus, et vous focalisez sur 150 personnes dans un bateau. Qui a gagné? Les immigrationnistes. Voilà. Les immigrationnistes ont gagné leur pari parce que finalement, ils ont focalisé le débat là où ils voulaient le focaliser. Alors dans cet ouvrage, vous dites également que finalement l'UE n'est qu'une copie de l'Allemagne, que les ordres viennent de l'Allemagne, que c'est Angela Merkel qui finalement choisit les futures directives qui seront votées, et vous expliquez évidemment que ce qui est bon pour l'Allemagne n'est pas forcément bon pour la France, c'est moins qu'on puisse dire. Bien sûr, l'exemple le plus probant, je pense que c'est la monnaie. L'euro, c'est une monnaie, c'est le FMI qui le dit, vous voyez, c'est pas moi. L'euro est une monnaie trop faible, un peu trop faible pour l'Allemagne, donc ce qui fait qu'elle donne de la compétitivité à l'Allemagne en permanence, quoi qu'elle fasse, 5% à peu près. Et c'est une monnaie en même temps trop forte pour la France, de 20%. Donc ça veut dire que quoi qu'on fasse, en permanence, on a 25% de déficit de compétitivité par rapport à l'Allemagne. Quoi qu'on fasse, même si on baisse nos salaires. Vous expliquez que peu importe, avec une conjoncture positive, de toute façon, la France ne peut pas s'en sortir. De toute façon, avec la même monnaie, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. On ne peut pas être compétitif par rapport à un pays comme l'Allemagne, ça n'est pas possible. Donc ça, typiquement, oui, l'euro a été construit, a été taillé pour l'Allemagne, mais pas pour les autres. On peut voir aussi que l'Allemagne a utilisé la directive détachement des travailleurs avec sa réserve d'Europe de l'Est pour faire travailler dans les abattoirs, par exemple dans ces abattoirs, des personnes à 2 € de l'heure ou 3 € de l'heure pour concurrencer les abattoirs français. Bon, ça c'est une réalité aussi. Et donc, oui, il y a beaucoup de politiques qui sont favorables à l'Allemagne, mais qui ne sont pas favorables à la France. Moi, j'en veux pas à l'Allemagne. L'Allemagne défend ses intérêts nationaux. J'en veux au gouvernement français qui ont oublié les intérêts nationaux français au nom d'un mythique couple franco-allemand qui n'existe pas en Allemagne. Et la plus grande forfaiture pourrait venir, puisque vous avez vu que monte un débat sur le fait que la France lâcherait son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au bénéfice d'un siège franco-allemand ou même d'un siège de l'Union européenne dans lequel l'Allemagne s'installerait confortablement, je pense. Et ben ça, ce serait une trahison monumentale, parce que ce siège permanent donne à la France une influence mondiale absolument décisive. Alors, à travers cette critique de l'Union européenne, de Bruxelles, on voit aussi, tout au fil du livre, et on le sait un peu, c'est un peu un autre dada de Florian Philippot, une critique de l'Europe, le continent, l'unité européenne. On a le sentiment que finalement, vous, ce qui vous intéresse, c'est, d'ailleurs, vous le dites, c'est pas la France européenne, c'est la France monde, la France mondiale. Vous parlez de la Guyane. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette Europe? Il n'y a pas d'unité civilisationnelle au sein de l'Union européenne? Non, mais moi, j'adore l'Europe. Je suis le premier à aller, depuis des années, à aller visiter les autres pays européens qui sont d'une richesse culturelle extraordinaire. Mais deux choses. Non, pour moi, il n'y a pas de civilisation européenne. Il y a des civilisations européennes. Il y a une civilisation française. Ça me rappelle des propos d'Emmanuel Macron, ça. Pour la France. Ah mais je crois que lui il a dit non, lui il a dit il n'y a pas de culture française. Il y a des cultures françaises. Moi il y a une culture française et il y a une civilisation française. Non. Lui c'est qu'il dit qu'il n'y a rien. Il y a juste le consumérisme mondialisé qui doit prendre la place de tout ce qui a été détruit. C'est pas du tout, je suis à l'inverse de cela. Mais moi je crois qu'il y a une civilisation française qu'il y a en Europe plutôt des blocs si vous voulez latins et plutôt germaniques et même nordiques, la Scandinavie que je connais bien, j'y ai vécu, bon, qui est encore différente. Mais c'est vrai que, deuxièmement, je ne veux pas qu'on oublie que la France, c'est un pays monde. C'est un pays qui a 11,5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, dans tous les océans. C'est un pays qui a des territoires partout, peuplés, qui sont, j'ai eu la chance d'y aller, je vais y retourner très bientôt, et qui sont des atouts extraordinaires pour notre pays. Je rappelais effectivement dans le livre que la première frontière terrestre de la France, c'est le Brésil, en Guyane, qui a la taille d'un petit pays, la Guyane. Et voilà, et qui n'est pas une île d'ailleurs, comme le disait Macron. Vous voyez, on a plusieurs points de différenciation. Et c'est vrai que ça me paraît très important. Et donc...
Et par ailleurs, si vous voulez, moi j'ai un problème. On n'est plus en 1957. En 1957, on construit les coopérations en Europe, bon, avec le traité de Rome. Mais aujourd'hui, les télécommunications sont instantanées, ce qui n'était pas le cas en 1957. Les communications, pareil. Les transports sont beaucoup plus rapides et développés qu'en 1957. Donc aujourd'hui, les coopérations, elles doivent être mondiales. On doit coopérer et on va coopérer peut-être plus probablement avec des pays voisins, parce que ce sont nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et d'autres. Mais on doit aussi coopérer avec la Russie, on doit aussi coopérer avec l'Inde, on doit aussi coopérer avec les États-Unis, on doit aussi coopérer avec des pays africains émergents, on doit aussi coopérer avec le Brésil, la Chine ou d'autres. Et ça me paraît être une dimension que l'Union européenne ne nous permet pas de voir. En fait, ça nous rapetisse. On dit toujours on doit faire un projet avec l'Italie, toujours les mêmes. Oui, mais l'avenir économique et démographique du monde n'est pas là. Et il faudrait que, pour l'intérêt de la France, il faut en être conscient. Pour des accords bilatéraux ou cas par cas avec les autres pays du monde. Est-ce que c'est une démocratie normale, un pays normal, intégré dans la mondialisation, mais pas intégré dans la mondialisation comme un idiot qui va se livrer à tout le monde comme on le fait aujourd'hui. Non, qui défende ses intérêts économiques, culturels, sociaux, son modèle, sa démocratie, son peuple. Voilà, il y a des pays qui arrivent à le faire, et même des pays beaucoup plus petits que la France, ils arrivent bien à le faire parce qu'ils ont la conscience de leur intérêt national. Et quel regard portez-vous alors sur la conduite du Brexit, qui est pour le moins difficile, visiblement, parce que les accords bilatéraux, c'est compliqué, la sortie de l'Union européenne, c'est compliqué, le tout pour un pays qui a quand même deux particularités. La première, c'est une île, et la seconde, elle n'a pas l'euro. Oui, mais j'ai l'impression que sur le Brexit, on a toujours le point de vue du journaliste français. Alors moi, ça me dérange. Je ne parle pas de vous, mais le journaliste français, à la base, il est contre le Brexit. Il ne voulait même pas qu'il y ait de référendum. Il a prié pendant le référendum pour que ça passe pas. Une fois que ça a passé, il a prié pour qu'il y ait une manifestation géante pour annuler le référendum, souvenez-vous. Puis il a prié pour qu'il y ait un nouveau référendum. Donc cette personne-là ne vous donnera jamais un point de vue objectif. Pourquoi on ne dit jamais aux Français qu'en ce moment, le Royaume-Uni a une croissance beaucoup plus forte que la France? Pourquoi on ne leur dit pas qu'il y a 4% de chômage, taux le plus bas depuis 45 ans, et que ça n'augmente pas? Pourquoi on ne leur dit pas que les grands groupes qui avaient annoncé qu'ils quitteraient Londres pendant la campagne, finalement disent qu'ils y restent? Pourquoi on ne dit pas que les salaires sont en train d'augmenter et que l'immigration a commencé à baisser? Ce qui n'est pas le cas en France. Et d'ailleurs, les deux sont liés, hausse des salaires et baisse de l'immigration. Ça, c'est aussi le Brexit. Voilà. Alors qu'après, il y a des négociations, il y a des débats internes anglais, britanniques, il se passe des choses, des crises gouvernementales. Mais oui, ça c'est plutôt le signe d'une démocratie saine, ça, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Ce qui va en sortir, c'est que ce sera un pays libre. Si lui, il veut choisir de ne pas avoir d'OGM, il n'en aura pas. Nous, on n'aura pas le choix, on en aura. S'il veut choisir de ne pas avoir de glyphosate, il n'en aura pas. Nous, on en aura. S'il veut choisir de réduire considérablement son immigration, il pourra s'en donner les moyens. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas s'en donner les moyens. Je l'explique clairement dans le livre, etc., etc. Et ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix, et on ferait mieux de s'en inspirer véritablement. Alors au volet politique international, vous dites que l'Union européenne, qui est présentée comme une union de la paix, est finalement une union de la guerre. Vous parlez évidemment de la Libye, de la Syrie, également de l'Ukraine, qui est au cœur de l'Union européenne, et au cœur de l'Europe, de fait. Vous oubliez peut-être que la France était déjà au sein de l'Union européenne quand Jacques Chirac a refusé d'aller en Irak. Oui, c'est vrai, parce que jusqu'à l'élection de Sarkozy, on va dire, Chirac compris, la tradition, on va dire, gaulliste au Quai d'Orsay et dans la conduite de la diplomatie française prédominait, même sous Mitterrand. C'est-à-dire qu'il y avait encore ce goût de l'indépendance qui était déjà très frelaté par rapport à ce qu'on a connu vraiment sous De Gaulle, où là les principes étaient clairs et nets et respectés. Ensuite, ça s'est un peu délité, mais c'était encore là. C'est à partir de Sarkozy, donc après Chirac, qu'on s'est vraiment complètement rallié à l'atlantisme et qu'on a tout abandonné, qu'on a rejoint d'ailleurs le commandement intégré de l'OTAN sous Sarkozy et tout le reste. Donc Chirac, ça ne m'étonne pas. Il y a encore eu ce nom français. Aujourd'hui, oui, il n'y a pas encore d'armée européenne, il n'y a pas encore de décision à la majorité pour faire une guerre ou pas faire une guerre. Certains en parlent. Je préviens, je dis attention, les premières victimes de l'armée européenne seraient les peuples européens eux-mêmes. Ce serait probablement une armée de rétablissement de l'ordre à l'intérieur de la zone Union européenne. Et par ailleurs, quand même, l'Union européenne, regardez avec les sanctions sur la Russie, contre la Russie, ou les déclarations intempestives sur l'Ukraine et d'autres, nous entraînent en permanence dans le camp de la guerre, dans le camp des faucons, en permanence. L'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie est d'une agressivité folle. Ils sont comme des enragés. Ils sont très agressifs. Et parce qu'il y a un certain nombre de pays dans l'Union européenne, les pays baltes et d'autres,
qui forment une majorité et qui sont sur cette ligne. Et donc la France se trouve embarquée dans une espèce de commentaire agressif contre la Russie complètement contraire à ses intérêts. On a évidemment intérêt à développer des relations commerciales, politiques, diplomatiques avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'on approuve toute la politique qui est faite en Russie, ça c'est un faux procès, ça n'a jamais été ça la diplomatie. Je ne dis pas que la Russie d'ailleurs, on doit le faire aussi avec les États-Unis, même si c'est Trump, on doit le faire. Et là on nous oblige à ne pas le faire, vous voyez. Alors ce qui est très bien, c'est toujours l'Allemagne d'Angela Merkel. Oui, mais l'Allemagne d'Angela Merkel, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu. On aimerait bien voir le monde, voir ailleurs. Alors, il y a quand même une question qui pourrait se poser, Florian Philippot, c'est que finalement, si on vous écoute, si on lit votre ouvrage, il n'y a pas grand-chose qui vous sépare de François Asselineau. Sur le Frexit, il n'y a rien qui nous sépare. Mais moi, j'ai toujours été un combattant du Frexit. Vous savez, j'avais créé un blog en 2005 qui s'appelait Sortir de l'euro. Vous voyez. Donc, moi, j'étais rentré, j'avais soutenu Chevènement à l'époque, je suis gaulliste. Et j'étais rentré au Front National parce que j'avais senti cette offre souverainiste que voulait développer Marine Le Pen. À partir du moment où elle l'a abandonnée, d'ailleurs, je suis parti. Donc vous voyez, moi, c'est vraiment un fil rouge. C'est pas le Frexit pour le Frexit, d'ailleurs. C'est le Frexit pour régler les problèmes quotidiens des Français et les grands problèmes du pays. Donc sur ce point-là, on est parfaitement raccord, je crois. Après, on n'est pas dans le même parti parce qu'on a des divergences d'opinion sur des grands sujets, probablement. Voilà, mais ça, c'est pas grave. Alors, quand il est venu et qu'il était à votre place, justement, Ouais. on lui a demandé pourquoi vous vous rapprochiez pas. On va l'écouter. Moi, ce que je trouve quand même assez étrange dans toute cette histoire, c'est que M. Philippot ne parle jamais de moi, sauf quand un journaliste l'interroge, où il dit « je fais ma petite, entreprise », et lui, il fait quoi? Il fait quoi, lui? Et ce que je trouve également notable, et là, je trouve quand même que les internautes qui regardent ça devraient se poser la question, pourquoi moi, je n'ai plus jamais été invité depuis le vendredi précédent le premier tour, et M. Philippot passe constamment sur toutes les chaînes de télévision. De moins en moins, quand même, il faut le Et soulever. pourquoi? Vous savez, moi j'ai un petit proverbe personnel. Quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Et je pense que M. Philippot, qui effectivement, je me réjouis, qui vienne, mais je l'ai dit, c'est l'Action française, le Parti pour un renouveau communiste en France, etc. D'ailleurs, qui ne passe pas eux non plus. Mais si M. Philippot est à ce point médiatisé, à mon avis, c'est pour essayer d'introduire un coin au Front National, pour diviser le Front National, et c'est pour essayer d'empêcher, nous, notre développement, parce que nous rassemblons les Français de tous les horizons. Voilà la vérité. De toute façon, il ne parle jamais de moi, il n'a pas souhaité me voir, donc voilà, mais je vois pas pourquoi, il n'y a pas... Comment dire ? Voilà, c'est quelqu'un qui crée son truc. Pourquoi est-ce qu'il le fait alors que il dit la même chose que ce que je dis depuis 10 ans? Il aurait dû vous rejoindre? Déjà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Ça s'appelle diviser, voilà. Alors, beaucoup de choses qui vous rapprochent, mais visiblement, humainement, il y a beaucoup de choses qui vous séparent. C'est pas l'entente cordiale. Alors, moi, je ne connais pas du tout François Asselineau humainement parce qu'on n'a pas encore eu la joie de se rencontrer. Bon, je ne vais pas répondre à tout ça parce que ça n'a pas... Bon, je précise à toute fin utile quand même que François Asselineau a répondu après qu'on lui a montré à TV Liberté une vidéo où vous parliez plus ou moins de la boutique UPR, etc. C'était pas forcément très, très sympathique à son égard. Oui, peut-être que le terme était mal choisi, mais il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Mais je veux dire, à la limite, peu importe. Bon, on va remettre le compteur à zéro, parce qu'il doit être à zéro. On n'a pas de contention, on ne se connaît pas. Moi, je pense simplement à une chose, c'est à la France. Il défend le Frexit à sa manière, avec ses idées par ailleurs qui ne seront pas forcément toutes les mêmes que les miennes, mais peu importe. Je défends aussi le Frexit. Et quelles sont vos disparités justement? Mais non, mais on ne comprend pas politiquement. Pour cette raison-là, parlons-nous, c'est tout. Je ne dis pas qu'on fera forcément une liste commune aux européennes, si on doit la faire, pourquoi pas. Mais au moins, voyons-nous et parlons-nous. C'est pas impossible ça, par exemple. Florian Philippot et François Asselineau sur la même liste pour les élections européennes, c'est pas impossible. De mon point de vue, c'est pas impossible. Si c'est l'intérêt supérieur de la France, si c'est meilleur comme ça pour avoir des députés européens qui se battront, qui parleront vraiment du Frexit et qui seront intransigeants là-dessus, faisons-le. Mais ce n'est pas forcément la seule manière de faire. Au moins déjà se voir, voir ce qu'on peut faire, c'est tout. Moi, vous savez, j'essaie de rencontrer dans le champ culturel, j'essaie de rencontrer dans le champ économique, dans le champ universitaire, si vous voulez, des gens qui se battent à peu près pour les mêmes idées. J'en rencontre beaucoup. Le livre, notamment, m'a permis d'aller voir des gens qui l'ont lu, qui m'ont interpellé, et c'est très bien. Dans le champ politique, on n'est pas nombreux à se battre pour le Frexit. Je ne connais pas d'autres qu'Asselineau, en fait. Voilà, à part moi et à part Asselineau et moi, j'en connais pas d'autres. Tous les autres ont renoncé. Mélenchon, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, on en parlait. Donc, parlons-nous, c'est tout.
Et essayons de dépasser les petites, je sais pas, les a priori personnels qui n'ont pas lieu d'être. L'affaire est trop grave. Et sans François Asselineau, est-ce que vous allez faire une liste pour les élections européennes? Oui, avec de toute les façon, Patriotes je ferai une liste. De toute façon, je ferai une liste. Là, on a presque bouclé le financement, ce qui était notre vrai sujet, parce qu'on a besoin on n'a pas l'argent public, donc j'en profite. D'ailleurs, on a besoin de donateurs. Hein. Ils le savent, vous le savez aussi d'ailleurs pour votre média. Mais voilà, donc c'est notre seul souci. Après, les convictions, on les a. Les personnes, les hommes et les femmes, on les a. Donc on y sera et on ne va pas laisser Macron quand même choisir son opposition. Il faut un peu le défier et pas lui laisser des gens avec qui il est en zone de confort. Donc Florian Philippot, aux élections européennes, avec ou sans François Asselineau. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup Florian Philippot. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette émission et puis toutes celles d'avant, évidemment. Je vous dis à la semaine prochaine.